Aujourd'hui, je reçois une artiste multidisciplinaire et en constante évolution. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychoéducation et démontre une passion pour les relations interpersonnelles à travers ses textes et poèmes. Poète, rédactrice, modèle et psychoéducatrice, elle a publié en 2018 son premier recueil de poésie, État d'âme, dans lequel elle revisite son histoire personnelle. Et plus récemment, elle a participé au recueil collectif Après le bip, publié aux éditions de La Bagnole en septembre 2024. Josiane Ménard, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. On se côtoyait beaucoup avant la pandémie, puis là, je suis comme « Hey, Josiane, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. » Ça faisait très longtemps. Ça fait plaisir d'être ici. Hey, Josiane, t'es à la fois poète et psychoéducatrice en milieu scolaire. Comment ces deux rôles cohabitent dans ton quotidien? Oui. Dans mon quotidien, en fait, je pense que le dénominateur commun, c'est la créativité. En tant que psychoéducatrice, je dois vraiment puiser dans mes ressources de créativité à tout bout de champ, surtout avec l'intervention avec des enfants. Je suis récemment au primaire après avoir fait une longue, comment je pourrais dire ça, une longue escapade au secondaire. Okay. Donc, la créativité m'aide vraiment au quotidien dans mes interactions avec les enfants. C'est important de penser vite, de faire preuve d'humour, tout ça. Donc, ça vient vraiment, je viens chercher dans mes ressources au niveau de la créativité quand je travaille avec les enfants. Puis, au niveau de la poésie, c'est la même chose. Puis, pour moi, la créativité, le cœur, c'est vraiment d'aller chercher son authenticité dans ses émotions, ne pas avoir peur de qui on est. Donc, c'est comme ça que les deux font du sens pour moi. Fait que toi, tu étais devant deux publics complètement différents, des jeunes du secondaire, puis là, tu es avec des jeunes du primaire. Oui. Qu'est-ce que ça demande de différent en toi d'interagir avec ces deux groupes-là? Oui. En fait, avec les jeunes du secondaire, c'est d'être un petit peu, c'est de s'effacer un petit peu. Parce qu'ils ont, comment je pourrais dire ça, ils ont tellement des grandes personnalités, ils ont besoin, de se montrer, tout ça, fait que je me mets comme un petit peu sur le siège arrière pour justement les laisser venir vers moi, juste laisser mon authenticité parler. Avec les enfants, c'est plus d'aller les chercher, de faire un peu plus d'animation. Donc, c'est ça, pour aller chercher leur confiance. Il faut être un petit peu plus coloré, un petit peu plus se montrer. Donc, je vais chercher ces aspects-là de ma personnalité. Je reste toujours vraie, je reste toujours qui je suis. C'est juste que je vais chercher les aspects de ma personnalité là, différents. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Hey, Josiane, parle-moi de ton premier contact avec l'écriture. Quel a été le déclic qui t'a donné envie d'écrire? Et mon Dieu, que tu as une belle plume. Merci. Je crois que le premier déclic, c'était très, très, très jeune. J'ai commencé à lire et à écrire très jeune. J'ai des frères qui sont plus vieux que moi, 7 ans et 10 ans de différence. Puis, ils avaient vraiment déjà un intérêt pour la littérature quand ils étaient plus jeunes. Donc, moi, ça m'a été transmis par eux. Mais un événement marquant, ça a été de recevoir un journal intime à ma fête de 8 ans. Donc, c'est ma maman qui m'a acheté ce journal intime-là, puis je l'ai encore aujourd'hui. Fait que je vois vraiment mes premiers écrits là, depuis l'âge de 8 ans, que je prends l'écriture plus au sérieux par rapport à moi, mes émotions et tout ça. Donc, ça a vraiment commencé l'écriture plus par intérêt, vouloir faire comme mes frères, mais par la suite, ça a été un canal de communication pour moi, envers moi, de moi à moi. Finalement, un cadeau que je me suis fait de déposer mes émotions par écrit pour pouvoir les gérer, finalement. Ouais. Je me sens comme une fille de 12 ans, là, les yeux écarquillés, qui t'écoute, parce que pour moi, c'est tellement une grande chose, publier un livre. C'est un grand événement d'avoir été capable de réunir toutes ces idées, un concept, une histoire, des personnages en deux couvertures et que ce soit aligné et que après ça ait sa propre vie, ça touche des gens. Moi, ça me fait capoter. Et quand j'ai su que tu publiais ton premier livre,
état d'âme, j'étais tellement en admiration et je le suis encore aujourd'hui. Merci. Toi, à quel moment dans ta vie tu t'es dit, ouais, moi, je vais écrire, je suis écrivaine? Oui. Oh. Ça commence, il faut reculer un petit peu dans le temps. Moi, j'avais un enseignant, mon enseignant de 6e année, qui a aussi eu mes 2 frères avant moi. On est chanceux, là, les profs se passent de génération en génération chez les Ménards. Donc, c'est Jules, feu Jules Martel, on le salue, qui avait commencé un projet, justement, avec ses élèves. Il prenait un élève de 6e année pour écrire un roman. Puis, il a commencé avec mes frères. Et puis, rendu à moi, bon, il m'a choisi aussi. Sauf que moi, c'était mon estime de moi-même quand j'étais au primaire était pas très... comment je pourrais dire ça? C'était un petit peu difficile. C'était un défi. Donc, j'avais pas l'impression que j'avais les compétences pour le faire. Je comprenais pas pourquoi il me choisissait. Moi, je me voyais pas aussi bonne que mes frères, pas aussi bonne. Donc, à ce moment-là, j'ai pas réussi à faire le projet. Mais pour mes 30 ans, j'ai réussi. J'ai finalement décidé, regarde, je le fais pour moi. Puis j'ai assez de matériel pour faire un livre. J'ai assez de bagages, j'ai assez de vécu, j'ai une voix, puis j'ai le droit de la faire entendre. Donc j'ai dit bon, rendu à 30 ans là, j'arrête de niaiser, j'y vais. Fait que tu t'es offert cette chance. Oui. Je l'ai créé moi-même, finalement. Oui. Ah, mais félicitations. Merci. Puis en même temps, merci d'avoir fait ça. Fait que c'est comme ça que tu as sorti ton premier livre, Oui. qui est un recueil en solo de poésie, Oui. qui s'appelle État d'âme. Oui. Pourquoi ce titre? Oui, ben c'est vraiment parce que j'ai... Comment je pourrais dire ça? Il y a des poèmes dans le recueil, mais il y a aussi des extraits de mon journal intime. Donc, ça, pour moi, les états d'âme, les états, les émotions, les sentiments, c'est toutes des choses qui font partie de mon monde intérieur que j'aime décortiquer. Puis j'avais envie d'en parler, puis j'avais envie que le titre annonce un peu le sujet, finalement, du recueil. Donc, c'est pour ça que je suis allée très, très direct là, dans le titre du recueil. Moi, quand j'ai fait ma première lecture d'État d'âme, j'ai eu comme réflexion, oh mon Dieu, qu'elle est courageuse, Josiane Ménard, parce que tu dévoiles des parties tellement intimes de qui tu es, de comment tu te sens, ce à quoi tu penses, tu rêves, tes aspirations. C'est vraiment un parcours un peu... Tu ouvres ton intimité à travers les pages. En fait, tu dévoiles ce que tu as envie de dévoiler, tu sais, aussi. Et moi, j'ai trouvé ça très courageux. Puis c'est comme si ça m'avait permis à moi aussi de faire la même chose à travers mes propres médiums, mes propres passions. Alors pour ça, vraiment, je voulais prendre le temps de t'en remercier. Toi, dans quels états d'âme tu t'as écrit, ou t'as le plus écrit? Dans la colère, la douceur, la solitude, l'espoir? Qu'est-ce qui t'anime le plus quand t'écris? Ben, premièrement, merci là, pour ces belles paroles-là. Ça me touche beaucoup. État d'âme, il est en trois parties, je dirais. La première partie, c'était vraiment au plus bas de ma tristesse, de mon mal-être. Tu sais, je suis une personne généralement assez heureuse, mais il y a des circonstances qui sont arrivées dans ma vie, tu sais, des événements assez intenses qui sont arrivés, qui m'ont ébranlée, puis qui ont fait en sorte que j'ai ressenti le besoin, là, OK, là, il faut que ça sorte. Puis la honte doit changer de camp aussi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me censurer dans ce que j'avais à dire. C'est déjà arrivé, j'étais en thérapie, puis j'ai vu... En fait, j'ai raconté quelque chose, puis j'ai vu l'impact que ça a eu sur la thérapeute, tu sais, qui était comme un peu émue.
Et puis là, je me suis dit, OK, tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est trop, mon histoire est trop. Fait que c'est vraiment un moment qui m'a qui m'a amené à me censurer, mais je m'en suis sortie avec l'écriture, puis j'ai réussi à passer par-dessus ça, puis à décider que non, tu sais, je l'ai vécu, j'ai survécu, les gens sont capables de l'entendre. Ouais. Fait qu'avec du recul, comment tu pourrais résumer que ce premier livre, quel effet ça a eu sur toi, sur ta propre croissance? Ça a eu l'effet de me... J'ai tellement mis de moi dans ce projet-là. Tu sais, j'ai vraiment tenu à le faire de A à Z. Je suis vraiment allée en auto-édition. Je me suis occupée moi-même de contacter les distributeurs, d'aller en consigne, même avec toi aussi. Donc, avec Espace Urbain. Donc, je voulais le marketing, aller chercher l'imprimerie pour le faire imprimer. Donc, ça a vraiment été un exercice qui m'a fait voir à quel point j'ai des ressources intérieures, que je suis capable de mener un projet de A à Z. Ça a vraiment été pour ma confiance en moi. Ça m'a vraiment aidé, puis ça a débloqué au niveau de ma créativité. Puis surtout, au début, je me disais... ça a un petit peu... j'ai vécu un petit peu d'anxiété de performance. Après ça, je me suis dit, tu sais, les gens en veulent plus. Tu sais, les gens venaient m'en parler, tout ça. Ça a vraiment eu en 2018, ça a vraiment été un peu une folie, là. Je suis retournée plusieurs fois en réimpression. Puis, initialement, tu sais, le pic un petit peu d'anxiété que j'ai eu après de « Oh mon Dieu, il faut que je produise quelque chose d'autre », ça s'est transformé en « Ben non, je peux être intuitive dans mon approche. Puis si ça prend 10 ans, si ça prend 15 ans, si ça prend 20 ans, puis si jamais je réécris rien d'autre, ben ce sera mon œuvre de vie, puis c'est correct. » Oui. Tu sais, fait que ça a vraiment changé ma perspective par rapport à moi-même. Je suis pas obligée d'être dans la performance. Puis... je peux... ce travail-là peut suffire en lui-même. Ouais. Et surtout qu'on en a parlé, hein, c'est comme une œuvre d'art que tu offrais, que tu nous offrais, parce que tu as non seulement réfléchi au contenu, tu te livres, mais il y a aussi l'objet du livre, la couverture, la façon que les textes tombent sur telle page plutôt que telle page. Je pense que tu as même comme un lexique de couleurs, de pages. Oui, j'ai travaillé avec Niti Muet pour le graphisme. Puis, on a cette collaboration artistique-là, j'ai donné carte blanche. Je sais que tu me comprends. Je sais que tu vas comprendre ma vision, puis elle l'a comprise. Elle t'a suivi poétiquement. Vraiment. Vraiment, tout est pensé. La façon qu'elle a placé aussi certains textes, les mots sur les pages, est allée jouer avec tout ça. Donc, je lui ai donné 100% de la liberté créative de on se suit, on fait une danse ensemble. Donc, ouais, ça a vraiment été chouette. Puis, je suis vraiment contente de ça. Puis, je voulais le faire en 3 parties aussi pour parler, tu sais, du fait que tu sais, on part de quand c'est vraiment plus difficile, le falling, que ouf. Puis là, après ça, le work in progress. OK, ben là, je commence. OK, là, je suis tombée, là. On va mettre en place les rouages pour se remonter. Puis après ça, ben healing, c'est plus la partie OK, ben ça peut aller mieux, on peut s'en sortir, mais en même temps, c'est pas linéaire. Fait que des fois, tu sais, des fois, il y a un petit soubresaut de tristesse, il y a un événement qui arrive, on est déclenché. Donc, c'est oui, une ascension, mais, tu sais, circulaire. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi, étant donné que tu es une auteure qui se livre beaucoup? Oui. Est-ce que c'est justement d'être honnête sur la page ou assumer ensuite que ça circule entre les mains des lecteurs? Oui.
L'honnêteté, je pense que c'est ma seconde nature. Là, j'ai vraiment de la difficulté à ne pas vraiment dire ce que je pense. Fait que des fois, ça peut me mettre dans des situations où j'ai été, même si j'essaie d'avoir ma main de fer enveloppée dans un gant d'argent, des fois, ça peut arriver que ça soit assez cru. C'est comme on a les qualités de nos défauts, les défauts oui, de nos qualités. c'est ça. Donc, ça a été, je pense que ce qui est difficile pour moi, c'est parfois justement de nuancer ou d'apporter, d'adoucir la façon dont je transmets l'information parfois, ouais. Fait que, me tempérer. Tantôt, on va faire la lecture. C'est vraiment un moment que je chéris dans la conversation. Mais juste avant ça, je voulais savoir pour toi, quand est-ce que tu sais que justement une œuvre est finie? Est-ce que tu es du genre à réécrire beaucoup, corriger, revenir sur le rythme ou c'est plus, tu te gardes dans l'élan brut? Mm-hmm. T'es quel type? Par exemple, après le BIP, le recueil avec lequel on va faire la petite lecture tantôt, ça a été beaucoup de réécriture. Là, j'ai exploré un nouveau genre. Je suis allée dans la nouvelle, alors que j'allais plus dans la poésie avant. Donc, c'était beaucoup de réécriture parce que c'était nouveau pour moi. J'avais envie que mon message passe comme il faut. Puis là, à ce moment-là, j'ai travaillé aussi avec une maison d'édition. Donc là, j'avais quelqu'un pour m'aider avec, la réécriture, les corrections, etc. Là. Donc, ça a été un exercice vraiment fabuleux. J'ai beaucoup aimé ça, avoir du support là-dedans. J'avais travaillé aussi avec des éditrices pour mon propre livre, mais c'est que je les avais engagées moi-même. Mais donc, c'est ça. C'était tout à fait fascinant de me plonger là-dedans, mais oui, je suis toujours en réécriture, puis jusqu'à ce que ça clique. Mais quand ça clique, je le ressens en moi, tu sais. C'est ça. Là, c'est assez, je sens que c'est bien. C'est physique, c'est viscéral. Ouais. Tu participes au recueil collectif Après le BIP, oui. On va en faire la lecture, qui est sorti tout récemment. Le concept repose sur des messages laissés sur une boîte vocale. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce projet collectif? Est-ce que tu laisses souvent des messages à tes proches ou tu es plutôt texto? Je suis quand même texto. Je suis texto, mais avec certains amis, je communique par courriel. Des fois, on se dit, OK, on se donne un sujet, puis on riff, on y va. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui s'expriment par l'écriture aussi, donc c'est un petit peu notre version de s'envoyer une petite bouteille à la mer. Là. Des fois, on y va par courriel. Mais... Ça ressemble à le jeu du cadavre exquis. Ouais. Tu commences une phrase, l'autre la poursuit. Puis... Oui. J'avais choisi avec une amie le sujet de la maternité ou la non-maternité, puis on s'était écrit des courriels pendant, je pense, 1 an là, sur ce sujet-là. Puis donc, j'aime la communication par écrit, j'aime beaucoup. Mais c'est ça. C'est chouette aussi. Les messages vocaux, des fois, là, ça, on a des groupes, là, puis on s'envoie des messages vocaux, on se partage des petites choses. Donc, je suis constamment en communication là, avec les gens que j'aime. Ouais. Moi, je suis du genre message vidéo. Ah ouais! Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une énergie que tu peux transmettre. Absolument. Quand on peut voir le fond des yeux. Oui, je suis d'accord. Il y a comme quelque chose qui se perd pas dans une translation, dans la traduction, oui. Voilà. Je suis d'accord. Je suis très message vidéo. On vient de parler du recueil collectif. Après le BIP, est-ce qu'on fait la lecture? Oui. C'est le moment que j'attendais. On y va. Donc, ce recueil a été publié quand et on peut retrouver quels autres auteurs dedans? Oui, alors on est 10. On a Laurence Baudouin-Masse qui signe la première nouvelle, Émilie Bilodeau, Gabrielle Bouliane-Tremblay,
Geneviève Rioux, moi-même, Étienne Copé, Elisabeth Massicoli, Mara Joly, Alice Morel-Michaud et Vincent Roberge, aussi il y a des noms que j'ai comme reconnus. les louanges. Oui, oui. J'ai enlevé mon signet. Bon, mais j'ai été chanceuse, je suis tombée sur le texte. On est alignés. Alors, si je peux mettre une petite mise en contexte, mon personnage s'appelle Léa. C'est une étudiante à la maîtrise en psychoéducation qui va chercher des services pour elle. Dans le climat actuel de pénurie de psychologues qui s'étend jusqu'au secteur privé, mes recherches s'avèrent pénibles, car je dois répéter mon histoire à chaque premier contact. Les résultats sont tous les mêmes. Personne ne semble en mesure de m'aider. Depuis les dernières semaines, j'ai laissé des messages à plusieurs cliniques, mais aucune de mes démarches n'a abouti. En consultant le site web de votre clinique, j'ai repris un peu d'espoir en constatant que l'anxiété faisait partie de votre expertise. J'ai aussi constaté qu'il y a une grande diversité culturelle au sein de votre équipe professionnelle, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai donc rempli le formulaire de service sur votre site. Comme je n'ai pas encore reçu de réponse de votre part, et par crainte que la technologie m'ait fait défaut, je voulais m'assurer que ma demande s'était bien rendue en vous téléphonant ce matin. Que dire de plus? Il faut savoir aussi que comme je termine ma maîtrise, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers. En plus de mes cours en ligne, j'ai fait un stage à temps plein, non rémunéré. C'est d'ailleurs une partie du problème. Bien honnêtement, parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix de carrière. Continue. Mais je suis tellement près du but que je ne peux plus revenir en arrière. Je vais bientôt devoir commencer à rembourser mon prêt étudiant et la période de grâce n'est que de 6 mois. Je ne vois pas d'autre option que de travailler dans mon domaine parce que je n'ai pas les moyens de retourner aux études et de continuer à m'endetter. Pour cette raison, je me sens prise au piège. Je n'ai pas le choix de travailler en relation d'aide et dans mon domaine, on nous martèle de prendre soin de soi. Car on ne peut pas prendre soin de soi des autres, prendre soin des autres si on ne va pas bien. Je prends donc les choses en main en vous appelant aujourd'hui. Non, je vais pas casser ce qui a été fabriqué, c'est trop magnifique. Non, mais moi, j'ai envie de voir des images sur cette nouvelle. Ça donne vraiment le goût. Merci beaucoup. Entre la poésie et la nouvelle, c'est deux formats tellement différents. Oui. Josiane Ménard, qu'est-ce qui t'attire dans chacune d'entre elles? Je crois que une nouvelle, c'est une petite histoire, puis un poème aussi. Puis, je trouve ça beau qu'on puisse raconter quelque chose, construire un monde dans un petit format. Tu sais, je trouve ça beau aussi le roman, je trouve ça beau les longs métrages, mais quand je regarde, admettons, un court métrage ou quand je regarde une publicité ou juste une tranche de bande dessinée, je trouve qu'on peut tellement extrapoler, je trouve tellement qu'on peut s'identifier, puis décider, puis rêver, puis inventer suite à la réception là, d'une œuvre comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, je trouve ça intéressant aussi pour les personnes qui... là, ça, c'est sûr que c'est ma déformation professionnelle de psychoéducatrice, mais je trouve ça intéressant de pouvoir consommer de la culture à petite dose pour les personnes qui ont des difficultés d'attention ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Je trouve que ça permet aux personnes qui ont moins d'accessibilité de consommer aussi de l'art. Ouais.
Josiane Ménard, tu as vraiment cette capacité, justement, comme tu viens de le dire, de raconter grand dans des petits formats. Et c'est vraiment ce qui m'attire dans ta plume, c'est cette capacité de pouvoir nous mettre des images dans la tête, à travers tes mots, le choix de tes mots. Ça, tantôt, j'ai dit, j'aime ta plume, mais c'est pour ça. Merci. Sans révéler tous les punchs, là, mais les enjeux de santé mentale, c'est important pour toi d'en parler. Pourquoi? Oui, c'est important pour moi d'en parler parce que on a besoin, surtout en relation, ben pas surtout en relation, je veux pas dire que c'est... bon, je vais me reprendre. C'est important pour moi de parler de santé mentale parce que justement, ben c'est mon domaine. Puis je vois beaucoup de gens passer dans le domaine aussi, puis tout donner sans aller chercher le support nécessaire. Il y a quelque chose qui s'appelle le trauma vicariant. Puis ce processus-là, c'est d'être tellement submergé par les histoires des autres, par le vécu des autres, que finalement, ça cause une souffrance chez la personne aidante. Puis, on a besoin de soutien, on a besoin de prévention, on a besoin de mettre des choses en place pour aider les gens qui aident. Parce que c'est une tâche qui est extrêmement lourde, puis on a besoin de se la partager pour le bien-être, finalement, là, de la société. Pour conclure, malheureusement, on est déjà rendu là dans notre conversation. Montréal, c'est ta ville, mais tes racines sont ailleurs. Oui. Est-ce que l'écriture t'aide à justement planter tes racines encore plus ici ou à garder le lien avec tes racines d'ailleurs? Oui. Mes racines... sont en Haïti. Mes deux parents sont nés en Haïti. On est nés à Trois-Rivières, mes frères et moi, puis moi, je suis partie vers Montréal. Donc, pour moi, Trois-Rivières, c'est la capitale de la poésie. Donc, puis on sait, Haïti, c'est une terre de poètes. Donc, pour moi, ça fait juste du sens. Puis ça vient juste mettre un petit ruban autour de tout ça, puis ça fait une belle cohérence pour moi. Merci infiniment, Josiane Ménard. Merci à toi. Je rappelle que le recueil collectif de nouvelles Après le bip est disponible aux éditions de La Bagnole et en librairie. Et toi, je te dis à bientôt. À bientôt. Josiane Ménard. Ma prochaine invitée a tout un parcours. Écoutez bien. Elle est née en Haïti, elle a grandi en Afrique du Nord, elle a étudié à New York et Washington et réside à Montréal. Diplômée des Beaux-Arts du Fashion Institute of Technology de New York, elle tente un retour dans son pays natal dans les années 80 et émigre au Canada en tant que réfugiée politique en 1991. Elle est peintre, illustratrice et maintenant éditrice. Sa devise, créer pour se recréer. Elle nous rend visite pour nous présenter son tout dernier livre jeunesse, Taya, la théière qui dit non et non. Un conte qui célèbre l'affirmation de soi. Je reçois Marie-Denise Douillon. Bienvenue à Nouveau Départ, Marie-Denise. Merci de m'inviter. Merci, ça fait plaisir de te rencontrer. Ah, c'est tout un honneur de te recevoir. Moi, je suis fan de ton travail. Tu sais, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis animatrice, entrepreneur social, mais aussi artiste visuel. Et je suis fan de ton travail depuis que je sais que j'aime dessiner et que je sais que tu existes. Ah, merci. Ça fait aussi longtemps que ça. J'avais une dizaine d'années quand j'ai connu ton existence, Marie-Denise. Parle-nous un peu de ton parcours. Tu es née en Haïti, tu as grandi au Maroc et tu vis au Québec depuis plus de 30 ans. En quoi ton histoire a-t-elle façonné la personne et l'auteur que tu es aujourd'hui? Alors, c'est pas moi qui ai choisi de partir. Mes parents sont partis sous Papa-Doc, donc sous la dictature de Duvalier, en passant par l'Algérie. Ils sont arrêtés au Maroc. Ils sont aussi passés par Chicago et la France, mais j'ai grandi à Casablanca, effectivement. Et en quoi ça façonne, on s'en rend pas compte, parce qu'enfant, on est entouré de ce qu'on est entouré. C'est arrivé à l'âge adulte qu'on se dit, tiens, ma valise contient beaucoup de compartiments et beaucoup d'éléments.
Donc, je pense que ça façonne surtout... j'ai eu une enfance très heureuse. Donc, l'enfance, d'après ce qu'on dit, va façonner l'adulte qu'on devient. Donc, j'ai eu une enfance, à l'époque, les gens vivaient dans des quartiers où tout le monde se connaissait, on jouait ensemble, on allait en vacances, on revenait, un peu, tu vois, l'image du petit Nicolas, mais dans le style plus marocain, maghreb. Et je pense que l'enfance heureuse, dans des lieux comme ça, un peu ouatés, tu grandis comme dans du coton, ça façonne peut-être la sécurité et ça façonne aussi l'ouverture d'esprit, étant donné qu'on a vécu dans différents lieux. Alors, est-ce que le fait d'avoir baigné justement dans toutes ces cultures haïtiennes, nord-africaines, québécoises, ça influence ta créativité? Est-ce qu'on retrouve en fait des éléments de ces différentes cultures dans tes œuvres? Au niveau des arts visuels, je dirais oui, il y a cette tendance des motifs, de la répétition des motifs, des couleurs. Pour ceux qui connaissent Marrakech, si on va à la plage de Malfna, les épices, les couleurs, les caftans, les djellabas et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de luminosité. Et au niveau de l'écriture, très certainement, avec Taya, là, on est en plein dans le Maroc. C'est une aventure qui se passe à Marrakech. La théière est marocaine, donc tout à fait. Ah, j'adore le titre. Taya, la théière qui dit non et non. Et les noms sont en majuscules. Donc, ce dernier livre jeunesse, dans ce dernier livre jeunesse, l'histoire, c'est celle d'une petite théière qui part à l'aventure à Marrakech. Pourquoi avoir choisi justement une théière comme héroïne? Pourquoi c'était important pour toi qu'elle sache dire non? Alors, c'est vrai que je suis haïtienne, d'origine haïtienne, donc tu verras souvent que les gens qui viennent du sud, je dis le sud global, c'est que dans l'éducation des enfants, les enfants ont plus un regard de soumission, d'obéissance, on n'interrompt pas les adultes, on ne dit pas non. Et à travers le parcours de migration, les enfants qui viennent ici, au contraire, ils doivent apprendre à s'affirmer et à dire ce qu'ils pensent, à argumenter. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi une passerelle au niveau social de permettre à ces enfants-là de justifier pourquoi ils disent non. Donc, c'est pour ça qu'elle dit non et non. Est-ce qu'elle s'adresse particulièrement aux enfants de familles maghrébines? Je dirais que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de mots en darija, qui est plus l'arabe dialectal. Mais le choix de la théière, c'est que moi, quand j'ai grandi avec la comtesse de Ségur, Martine à la plage, etc., Tintin, c'est que les personnages représentaient vraiment les grands courants et à une époque où il y avait beaucoup trop de stigmatisation. Il y a Bomba, Nania, Aunt Jemima. Et quand j'ai étudié l'illustration à New York, moi, je voulais absolument être capable de retrouver des personnages que je retrouve chez moi. Donc, chez moi, dans ma famille, en Haïti. Je veux des personnages qui ont toutes les couleurs. Je veux trouver des gens qui sont café au lait, des gens qui sont noirs, des gens qui sont jaune pâle. Et j'avais besoin aussi que ces personnages-là deviennent les protagonistes de mes histoires. Et je crains toujours la stigmatisation qui est réductrice. Donc, j'ai été vers des animaux. Et là, avec Taya, je me suis dirigée vers une théière. Et j'ai une vieille théière marocaine qui est cassée, qui est devenue un porte-stylo. Okay. Donc, je la vois tous les jours. Et au Maroc, il y avait des revendeurs de choses abîmées et tout ça. Ils passaient avec des charrettes écriées Zabi. Et puis là, on descendait leur vendre des choses dont on n'avait plus besoin, les vieilles cafetières et tout. Et c'est comme ça que l'idée a surgi. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est vraiment mignon. L'aventure de Taya est présentée comme une ode à la différence, au courage et à l'affirmation de soi. On dirait que c'est des thèmes qui te tiennent à cœur. Beaucoup, parce que je trouve que cet enracinement, ce besoin de s'affirmer, de savoir, c'est comme dans le proverbe africain qui dit « tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu t'en vas oui. ». Donc, dans cette logique-là, j'ai le souci que les êtres ne soient pas fragilisés. Parce qu'ils vont devenir des adultes fragilisés. Et des adultes fragilisés dans une société fragile, ça fragilise aussi la société. Oui. Donc, par exemple, quand tu verras Léo Kako, le taureau héros,
L'inspiration est un proverbe haïtien. J'aime beaucoup les proverbes haïtiens. Deux taureaux pas carrés dans le même pâturage. Deux taureaux ne peuvent pas cohabiter dans le même pâturage. Eh ben, c'est un petit peu l'histoire d'un taureau qui représente les cacos étant les révolutionnaires paysans de l'Est qui ont dit non à l'occupation américaine. Donc, encore, on retrouve ce non face à l'envahisseur. Mm-hmm. Là, je mets mon attention sur la pile de cadeaux que tu m'as amené. Donc là, on a parlé de Léo Kako, le taureau héros. Il y a aussi Nanan, l'iguane mythomane. C'est quoi son histoire à elle? Alors, Nanan, l'iguane mythomane, j'aime beaucoup le titre en créole parce que les livres sont trilingues. Ils sont en français, anglais et arabe et des fois français, anglais et créole dans le cas de Nanan. Et le titre en créole, c'est Nanan bonjour pas la vérité. Ce qui veut dire Nanan, même ton bonjour est un mensonge. Et donc c'est cette iguane, on en connaît tous, des tartarins de Tarascon qui se dit avoir abattu un crocodile, un rhino, un tigre, etc. Puis il va se faire coincer par une oie rieuse qui va le faire, finalement, l'oie va lui faire avouer qu'il est en plein dans le mensonge. Et là encore, c'est un proverbe créole qui était l'inspiration. Et le proverbe créole dit « trou menti, pas fond ». Le trou du mensonge est moins profond qu'il en a l'air. Donc, la vérité va toujours faire surface. Ah, les adages, hein? Trop de vérité là-dedans. Antoinette, la mouette de Caraquette qui pète. Oui. Alors, j'ai été à Caraquette. C'était lors d'un festival, justement, de peinture. Et Antoinette, la mouette de Caraquette qui pète, je me rappelle qu'il y avait un petit gamin, un ami de la famille. Il avait 4 ans, et ça, c'était à Casa. Et il avait été voir son médecin, et il avait pété au visage du médecin. Et il s'était retourné, il m'avait raconté l'histoire et il m'avait dit, j'ai dit au médecin que tu as eu peur. Hein. Alors, ça m'était resté, puis ça a donné l'image d'Antoinette qui, justement, est gourmande. Moi, je suis gourmande aussi. Et puis, elle va avoir toutes sortes de flatulences, voilà, et de petits paix. Et le dernier que je tiens entre mes mains, ça, là, c'est écrit en créole. Mm-hmm. Célimane, yon bel tibourique Léogane. Alors, Célimane, c'est le nom d'un âne qui vient de Léogane. Et effectivement, j'aime beaucoup jouer avec les rimes. Célimane, c'est un ouvrage assez léger. C'est un survol d'Haïti. Souvent, les grands-parents ou les parents, s'ils sont prêts avec des préoccupations personnelles, surtout au niveau de l'immigration, ont des fois très peu de temps à consacrer à transmettre l'héritage, on va dire, ou le patrimoine qui soit culturel, sociologique. Donc, c'est une façon d'aborder Haïti. Là, il y a la carte d'Haïti, un petit peu d'histoire d'Haïti. On va retrouver les us et les coutumes, les plats qu'on mange en Haïti, la musique. Et c'est vrai que les grandes bannières commencent à avoir des livres axé sur l'interculturalisme, mais les grandes bannières avant n'en avaient pas. Donc, où est-ce que je peux trouver un livre, par exemple, parler d'Haïti, du Pérou, X, Y, Z? Et là encore, on retrouve des animaux pour ne pas stigmatiser. Ben, ton talent est vraiment foisonnant. Tu dessines, tu écris et maintenant, tu as créé ta propre maison d'édition. Musicidi, c'est bien ça, hein? En fin de compte, parce qu'au début, je voulais aller dans la musique. J'avais créé des chansons pour enfants. Donc, c'est comme la musique qui dit. Et qui dit pour les enfants. Kiddies. Oh, kiddies, OK. Mais en fin de compte, c'est devenu un peu une rime musique qui dit quoi? C'est ça. C'est comme dans les deux sens, ça fonctionne. Et tu te concentres à publier des livres pour enfants. Qu'est-ce qui t'a justement motivé à lancer ce projet? La pandémie. La pandémie a eu 2 effets, je trouve, sur les créateurs. Il y a des créateurs qui ont eu des élans, qui ont pris d'autres virages, qui avaient ce moment où il y avait ce calme imposé. Moi, je me rappelle de ces grandes villes. Enfin, Montréal est une grande ville où il ne se passait rien. On marchait dans des rues silencieux. Et le silence, pour moi, est un lieu de recueillement et de foisonnement. Tu parlais de foisonnement créateur. Donc, ça a permis de m'arrêter et d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer et sortir de mes valises tous ces petits textes que j'écrivais et que je n'avais pas eu l'occasion parce que ça allait trop vite au quotidien avant la pandémie.
Justement, on parle de pandémie et puis, puisque tu es une artiste visuelle, il y a eu des beaux projets. Comme tu le dis, là, la pandémie, c'était comme... mon Dieu, on vivait tous les polarités en même temps. Oui. En même temps que c'était comme un calme plat et il y a d'autres industries où c'était foisonnant. Et il y avait ce projet de grande fresque où on a écrit La vie des Noirs contes à Montréal en 2020. Tu y as participé à cette grande fresque. Pourquoi c'était important pour toi d'y participer? Et pour ceux qui sont pas au courant du projet, c'est situé où dans la ville? C'était Sainte-Catherine, je pense, au coin à l'entrée du village, de mémoire, hein. Oui. Sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de Berry, entre Berry et Papineau, un truc et Papineau, oui. C'est ça, oui. Entre Berry et Papineau. Moi, ce que j'aimais, c'est d'avoir cette vision avec un drone. Ces visions, il y a eu des images qui ont été prises de l'air. Donc, j'aime bien cette capacité. Ce que je trouve dommage, mais on n'a pas le contrôle sur la réaction des gens. Et c'est vrai que il y a certaines personnes, quand on dit la vie des Noirs compte, qui entend la vie des autres ne compte pas. Alors là, on revient tout le temps, je dis, les parcours de blessures. Personne n'aime se sentir évacué. Puis là, il faut, en très peu de temps, parce que quand on rencontre des gens qui viennent argumenter comme ça, on n'a souvent qu'une minute. En une minute, je ne peux pas faire un travail d'historien et de sociologue pour raconter tout ce qui s'est passé aux États-Unis, les mouvements qui ont eu lieu, Martin Luther King, l'obligation de faire entrer des Noirs. Alors, je dis des fois des raccourcis. Est-ce que tu as vu le film, par exemple, des 3 femmes astronautes qui travaillaient à la NASA? J'aime bien trouver des petits repères comme ça pour montrer ou bien faire des parallèles avec la Révolution tranquille. Si on n'avait pas imposé des quotas de chansons françaises, si on n'avait pas imposé telles choses, comment l'évolution aurait eu lieu? Mais c'est vrai que c'est tout un travail. Moi, je dis, il faut tendre la main à l'autre si on veut l'inclure. Oui. Et ça va dans les deux sens. Comme j'ai lu quelque part, à la fin de la journée, il va falloir qu'on finisse par s'aimer. C'est très beau. Donc, comment vois-tu, toi, l'évolution de la représentation de la diversité, que ce soit en art visuel ou en littérature, surtout littérature jeunesse? Alors, moi, je vais prendre cette question-là en 2 volets. Okay? D'un point de vue, on va dire, historique, sociologique et tout ça, avant, je disais, on n'aura pas le choix parce qu'on vit de plus en plus avec des familles, avec des personnes issues de différentes nations et tout. Donc, des fois, même si intellectuellement, on n'est pas prêt, ou si la société n'est pas prête, à un moment, ça va se faire de par soi-même, en admettant que j'ai certains préjugés envers, peu importe, tel type de personne, et ma petite fille ou mon petit-fils épouse ce type de personne, et me voilà grand-père et grand-mère de ce type de personne. Là, je vais développer des affinités, et puis de l'affection. Et tout. Mais j'avoue que c'est une vision que j'avais, et maintenant, je me pose des questions avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Les avancées et les reculs. Quand tu regardes que la société est tellement divisée avec des idées tellement racistes et des actes terroristes, des actes d'une société totalitaire avec des gestes dictatoriaux. Donc vraiment, ça m'inquiète énormément. J'avoue que mon optimisme a beaucoup baissé. Donc c'est une façon de détourner, de répondre à ta question. Mais au niveau littéraire, c'est la même logique. C'est que, étant donné que le monde est de plus en plus diversifié, on veut se voir dans les livres qu'on lit. On aimerait que les enfants aussi se retrouvent dans certains livres. On a besoin de se sentir exister d'une certaine façon. Oui, entendu, reconnu, exister. Tu interviens souvent dans les écoles pour des tournées, des ateliers de médiation culturelle. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ces échanges avec les enfants? La fraîcheur, l'honnêteté. Je vais te raconter une petite anecdote. Une fois, j'étais c'était des camps d'été. Et j'aime bien mettre des citations au début du livre. Donc, il y a Lilou, le caribou de Rivière-du-Loup, avec « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ».
Et dans un autre livre, j'ai une citation de Tahar Ben-Jelloun qui dit que la nature crée des différences et les hommes en font des inégalités. Les hommes et les femmes, on s'entend, les êtres humains. Et j'ai demandé à une petite fille qui avait à peine 6 ans de me dire qu'est-ce qu'elle pensait de cette phrase. Et avec petite philosophe en herbe, avec beaucoup d'aisance, elle m'a dit, regarde Marie-Denise, toutes les fleurs sont belles dans la nature. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que la nature crée de la beauté et elles sont toutes belles. C'est nous qui faisons les différences. Donc, elle avait très bien saisi cette phrase. Et elle a quel âge, cette jeune philosophe? Elle avait 6 ans à l'époque, 6-7 ans. J'adore. Ouais. Marie-Denise, on est rendu au moment de notre conversation où j'ai envie qu'on fasse la lecture. Tu m'as amené tellement de livres, mais là, on va s'attarder sur Taya la théière qui dit non et non. D'accord. Et ce que tu m'as proposé, c'est de lire la présentation des personnages principaux. Et je suis d'accord. Ah, tant mieux. Fait que je te laisse commencer avec le personnage de Taya, d'accord? D'accord. Alors, Taya. Moi, c'est Taya, la plus petite, la Benjamine et la sœur de Hind. Je suis une théière spéciale. Je fais partie de la noble lignée des Atay. Un jour, j'ai décidé de dire non. Mais attention, j'avais mes raisons. Tu veux les découvrir? Lis mon histoire et tu sauras pourquoi. Il y a Hind qui est sa sœur jalouse aussi. Ah, moi, c'est Hind. Avant l'arrivée de Taya, j'étais la princesse de la maison. Il n'y en avait que pour moi. Mais depuis qu'elle est née, maman m'a tout piqué. Mes jouets, mes habits trop petits et même mon petit pot qu'on lui a refilé. Alors oui, je l'avoue, parfois je ne la supporte pas. Et c'est vrai, je suis un peu jalouse. Oui. Et il y a Dada, la nounou. Il y a Dada qui est la nounou. Je suis Dada, la vieille terre du Sahara. Je veille sur Taya depuis qu'elle est toute petite. Je vois bien qu'elle est différente, parfois têtue, mais je crois que chaque théière a son propre destin écrit dans les étoiles. Ah, j'adore. Ça donne vraiment le goût. J'aime bien aussi le personnage de Madame Zaz. Ah, j'aime ces lunettes. Je suis Madame Zaz. J'habite le plus beau quartier, dans les plus grandes et les plus belles maisons. Je porte mes bijoux par dizaines, évidemment. Sinon, à quoi ça sert d'en avoir, n'est-ce pas? Mais attention, pas de pacotille, que de l'or, des diamants et des perles rares. Ah, merci. Merci beaucoup, Marie-Denise Douillon. Mais après, justement, Taya, la théière qui dit non et non, sur quoi tu travailles? Alors là, je travaille sur un livre qui s'appelle La traversée de Mamzelle Gougous. Mamzelle Gougous est une mangouste qui va se faire attraper et malheureusement va sombrer dans le drame de la traite transatlantique. Et elle va quitter son pays natal, l'Afrique, le continent, et qu'on appelle en Haïti l'Afrique d'Anguina. Et elle va faire cette traversée et va connaître malheureusement les affres de l'esclavage jusqu'au jour où il faudra acheter le livre pour connaître la fin. Fait que c'est sur ça que tu te concentres. Est-ce Oui. que tu vas signer les illustrations également? Oui, j'ai fait les illustrations et c'est très drôle parce que j'ai retrouvé des illustrations que j'avais fait en Haïti à la fin des années 80, début 90. Et j'ai ressorti une de ces illustrations. Je faisais des petites esquisses à l'encre. À l'époque, on avait, nous, des rapidographes. Pour ceux qui ont connu ça, c'était des stylos à encre qu'il fallait remplir, etc. Et c'est à partir d'une de ces illustrations que ça a donné la trame et l'angle de l'illustration ou des illustrations qui allaient suivre. Et tu penses que tu vas sortir ça, tu vas nous partager ça dans combien de temps? J'espère pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc Là, février, oui, après-demain. Après-demain. Voilà. Ah, mais j'ai très, très hâte. Marie-Denise Douillon, t'es vraiment une habituée des salons du livre. On t'y retrouve régulièrement. Qu'est-ce que ce genre d'événement t'apporte en tant qu'autrice et artiste? Le public, le lectorat. Je trouve que c'est vraiment...
Personnellement, en tant que créateur, ce qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer le visage des gens derrière la création et de connaître leur processus de création et d'avoir des petites anecdotes qu'on peut avoir là comme on fait maintenant, mais qu'on n'aura pas quand on achète le livre. Comme par exemple, Hind qui est super jalouse, qui dit qu'elle ne veut pas prêter son petit pot. C'est parce que j'ai été chez une amie à Ottawa qui a une petite fille qui a 3 ans et elle lui a dit en anglais, « Ton ami va venir, est-ce que je dois lui prêter mon pot ?» Donc, hop, c'est glissé dans l'histoire. Ah, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Mais toi, est-ce que tu as pu observer depuis toutes ces années, justement, que tu fréquentes les salons de livres, le milieu littéraire, une évolution dans les thèmes qui sont traités, une diversité dans les sujets qui sont aussi proposés? Est-ce que tu vois un changement de paradigme dans le paysage littéraire Moi, je québécois? dirais qu'il est à l'image aussi de la société qui évolue. Mm-hmm. Quand on prend par exemple le Salon du livre afro-canadien, qui est le SLAC qui a lieu à Ottawa, effectivement, il y a maintenant un pan de la population afro-canadienne qui recherche ce type de livre et pas nécessairement juste des afro-canadiens, des gens qui côtoient aussi cette communauté ou ces différentes communautés. Puis quand on voit aussi l'évolution de la littérature québécoise, de Tremblay à nos jours, Oui. il y a toute une évolution aussi. Moi, j'admire beaucoup ce que le Québec a eu à faire au niveau culturel. Quand on prend aussi les arts de la scène, les arts du cirque, la littérature. Donc, la société évolue, la littérature évolue au rythme de la société. Et toi, avec toutes les identités qui habitent en toi, tu es né en Haïti, grandi au Maroc, tu es nomade, tu as étudié aux États-Unis et tu as choisi Montréal pour y vivre. Comment toutes ces multiples identités influencent ton identité québécoise, ce sentiment d'être québécoise? Alors, je dirais que l'identité québécoise s'enracine fortement dans l'identité citoyenne et dans l'identité de la défense des droits humains. Parce que, dans une autre vie, j'étais à la Commission des droits de la personne. Et de vivre dans des sociétés où il y a des mécanismes et des recours, et c'est justement ce qui m'inquiète beaucoup avec cette montée de la droite au niveau mondial. Je me rends compte à quel point les avancées et les reculs peuvent arriver rapidement. Donc, je dirais que cette identité québécoise, ce ne sont pas des compartiments. En tant qu'individu, je pense qu'on se rend compte des identités qu'on assume quand on revient. Par exemple, l'avion atterrit, puis je m'en reviens à Montréal, puis tu entends une chanson sur Montréal. Là, tu dis, je rentre chez nous. Tu voyages, tu vas avoir accès à un guichet ou quelque chose, je peux dire de n'importe quelle chose qui est très anodine. Ici, les fins de semaine, il n'y a rien. Tiens, je ne suis plus à Montréal. Donc, ces identités se côtoient, ces identités meurtrières ou ces identités qui nous réjouissent. Et je ne pense pas qu'elles sont en opposition. On le sent dans notre chair. Hein? On le sent, oui, dans la façon de le conjuguer. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui t'attend avec la maison d'édition Muzikidi? Là, j'ai une pile de cadeaux. C'est mes cadeaux, je repars avec. Il y en a un qui est pas à toi. Mais effectivement, les autres. Alors, quelles sont tes aspirations avec ta maison d'édition? À quoi on peut s'attendre pour les prochaines années? Moi, j'aimerais beaucoup prendre la tangente éducation. Parce que les livres sont accompagnés de fiches pédagogiques. C'est vrai que l'humour est un instrument pour diffuser, dialoguer. Par exemple, Taya, elle a un protecteur. C'est un homme qui est Farid. Parce que je veux justement casser tous ces stéréotypes, peut-être, de l'homme violent, l'homme XY. Donc, j'espère pouvoir un jour en faire une maison d'édition à vocation scolastique. Est-ce que ce sera une maison d'édition où tu vas accueillir aussi les projets d'autres auteurs ou c'est vraiment pour tes projets?
Alors, j'ai des auteurs que j'accueille en illustration déjà, parce que malheureusement, il y a juste 24 heures dans une journée et j'ai pas le temps. Et oui, là, en fin de compte, c'est pas encore finalisé, mais il y aurait un projet de coédition. Wow! Merci beaucoup, Marie-Denise Douillon, artiste multidisciplinaire, autrice, illustratrice et mon amie. Merci. Ça a été un vrai plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment, hein? Oui. C'était vraiment une belle conversation. Une belle conversation. Merci d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invitée.